Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de cette édition. Rencontre ce lundi entre le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine et le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara en vue d'accélérer la mise en œuvre de ce marché unique africain, a ainsi boosté le commerce intra-africain pour la prospérité du continent africain. Séance conjointe de travail entre les ministres africains des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire dans le cadre du 9e TAC qui se tient à Abidjan. Alpha Barry et Kandia Camara ont revu tous les accords élaborés par les experts en prélude au Conseil conjoint des ministres prévu demain. Et le palais présidentiel recevra demain l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Il va s'y entretenir avec le chef de l'État actuel, Alassane Ouattara. La rencontre Ouattara-Gbagbo, les Ivoiriens y voient une accélération du processus de réconciliation nationale. Nous en parlons dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Nous démarrons par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 juillet 2021 à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, M. Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques. C'est un communiqué signé ce jour du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Le chef de l'État échangeait ce lundi avec le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wankele Mene, et Alassane Ouattara se sont entretenus sur les défis liés à la mise en place et à l'opérationnalisation de la ZLECAf, ce marché unique africain qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre les pays du continent et aussi contribuer à la transformation et la prospérité de l'Afrique. On en parle avec Awa Touré. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wankele Mene, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Well, thank you very much. First, let me express appreciation to His Excellency the President for. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la ZLECAf. Il en reste encore beaucoup, donc beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018 avant la création d'un comité national de la ZLECAf chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. La coopération ivoiro-burkinabé sert aussi au développement économique du continent et dans ce cadre, une forte délégation du gouvernement burkinabé est à Abidjan pour prendre part aux travaux de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Une délégation que conduit Christophe Joseph Marie Dabiré, le Premier ministre du Burkina Faso. Il est arrivé ce lundi et a été accueilli par son homologue ivoirien Patrick Hachi. Demain, il est prévu un conseil conjoint de gouvernement. Un conseil qui a été préparé ce jour par les chefs de la diplomatie de ces deux pays, donc du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Alpha Barry et Kandia Camara ont passé en revue les travaux des experts, des travaux qui portent sur plusieurs coopérations, plusieurs accords de coopération qui portent sur la défense, la sécurité, l'énergie, les infrastructures routières. Nous en parlons dans ce reportage de Sidonie Davila. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son homologue burkinabé préparent le conseil conjoint de gouvernement sur la base des informations contenues dans le rapport produit par les experts au cours de 2 jours de travail en commission et en plénière. Kandia Camara et Alpha Barry examinent les dossiers. Notre capacité à trouver des solutions devrait davantage renforcer notre outil d'intégration bilatérale qu'est le TAC.
En espérant de fructueux résultats, je souhaite plein succès à nos travaux. Sur la table de discussion, des sujets aussi divers que variés. Il nous faudra procéder à l'examen des nouveaux centres d'intérêt identifiés par nos experts et les dossiers dits spécifiques pour lesquels il nous reviendra de proposer des directives politiques nécessaires pour un traitement efficace et efficient des dits dossiers en prenant en compte les enjeux de la sécurisation de nos pays face au péril du terrorisme. Après avoir examiné, amendé et validé par la suite les différents sujets, Kandia Camara et Alpha Barry vont les soumettre aux différents premiers ministres pour le Conseil conjoint de gouvernement dans le cadre du TAC. Et le Conseil conjoint de gouvernement clôturera donc les travaux de cette 9e édition du TAC. On a pu le voir précédemment, la réunion entre les deux gouvernements portera sur plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité ou encore des infrastructures routières. Au niveau des médias, tout est fait aussi conjointement. Les deux chaînes, la RTI et la RTB, ont décidé d'accentuer leur collaboration selon le résumé de cette visite des locaux de la Maison Bleue par le directeur général de la RTB. Un résumé de Sephora Zegui. Depuis le 25 juillet, une délégation de la radiodiffusion-télévision burkinabé séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération TAC. À l'invitation de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, cette équipe conduite par le directeur général Pascal Thiombiano est venue s'imprégner de l'organisation de la RTI. Très impressionné également par ce que nous avons vu. Le directeur général nous a fait le plaisir de nous faire visiter le studio production, le studio télévisé, et il m'a également parlé du projet de basculement au Full HD. La nouvelle technologie l'impose et je crois que c'est véritablement la dynamique sur laquelle la plupart des télévisions doivent s'engager. Et sur ce plan, la RTI a une longueur d'avance. Après les studios d'enregistrement et la régie numérique, direction la salle de réunion en présence du directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour une séance de travail. Cette réunion aboutit à la signature d'un accord de partenariat entre les deux chaînes. La RTB et la RTI promettent des nouveautés aux auditeurs et aux téléspectateurs. Des échanges de reportages, c'est-à-dire nous allons au niveau de la rédaction de Radio Burkina désigner un reporter ou des reporters qui vont systématiquement, lorsqu'il y a un événement qui pourrait intéresser la RTI Radio, qui va systématiquement envoyer un reportage au niveau de la RTI. Au niveau des programmes, nous avons échangé notre grille, les grands actes de nos grilles de programmes pour essayer de voir ce qui pourrait intéresser la RTI dans nos programmes d'émission. Dans le cadre de ce 9e TAC avec la RTB, nous proposons des conférences de rédaction communes et puis un grand journal commun. Nous proposons plusieurs dossiers sur la vie des Burkinabés en Côte d'Ivoire, sur la vie des Ivoiriens au Burkina Faso, des exemples d'intégration réussie. Et les choses se déroulent normalement. Cette année, vraiment, l'innovation, c'est de faire tout en commun. La signature de ce partenariat entre les télévisions sœurs vient renforcer les liens à travers des actes plus concrets, selon les deux directeurs. Nous sommes un pays de grande tradition cinématographique. Vous avez le FESPACO. Nous avons une expérience avérée en matière de production audiovisuelle, notamment en matière de séries. Et je voudrais dire qu'il y a un partage d'expérience qui est tout à fait possible entre nos deux entités. Du côté ivoirien, effectivement, nous avons signé pour l'acquisition également de programmes télé. Et c'est ce brassage-là qui permettra de mieux faire connaître nos deux peuples de part et d'autre de la frontière. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons, mais on a commencé d'abord par les acquisitions de programmes. Pourquoi aller chercher ailleurs et à des prix exorbitants ce que nous pouvons trouver sur place l'un chez l'autre pour agrémenter la grille et les programmes. Donc nous travaillons d'arrache-pied sur ce volet et également nous allons renforcer notre coopération en matière de production et de coproduction. Déjà nous bénéficions lors des missions dans l'un et l'autre des pays des équipements et du personnel sur place, ce qui nous fait des économies importantes. Et donc je dirais que l'horizon s'annonce davantage fructueux pour nos deux entités et la volonté est là, le cadre également, le TAC, et je crois que la RTB et la RTI
vont être, j'allais dire, des acteurs clés de la coopération entre nos deux pays. Les jours à venir, les téléspectateurs et auditeurs burkinabés et ivoiriens verront l'apparition de nouveaux programmes sur les antennes de la RTB et de la RTI. Pour rappel, en 2019, les deux maisons de télévision ont signé plusieurs partenariats de collaboration. Voilà, la RTI et la RTB font tout en commun. Et pour ponctuer cette collaboration, une édition inédite du 20h vous sera proposée demain. Il s'agira d'un duo du TAC, un présentateur de la RTI et un autre de la RTB. C'est à suivre en direct sur RTI 1. L'autre rendez-vous annoncé pour la journée du 27 juillet 2021, c'est la rencontre Ouattara-Gbagbo, une première après la crise post-électorale de 2010. Vous allez le voir dans ce télémon d'Alexis Ouedraogo, la vie dit des Ivoiriens, qu'ils soient acteurs politiques ou simplement citoyens. On regarde. L'annonce a été faite mercredi dernier au sorti du Conseil des ministres. Le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. À quelques heures de cette rencontre, les Ivoiriens se prononcent. Cette rencontre-là est bien placée pour qu'on puisse fermer sur tout ce qui s'est passé et puis aller de l'avant. Nous espérons vraiment que cette rencontre va permettre une réconciliation nationale. Ça va essayer d'apaiser un peu les tendances de part et d'autre. Avec trop de mésententes entre nous, mais maintenant je pense que ça va aller. La rencontre va faire que les gens vont se calmer un peu. Ça va apaiser un peu le cœur. Paix et réconciliation, les deux mots sont sur toutes les lèvres et sur la scène politique aussi. Nous souhaitons que demain soit un grand jour. Et un grand jour pour nous signifie que cette rencontre importante, attendue de tous, va donner des résultats qui rétablissent l'espoir. C'est une très bonne nouvelle. Donc le regard ne peut être que positif. Que le chef de l'État actuel et l'ancien président de la République, comme vous le dites, se rencontrent après près de 10 années. Et le président Laurent Gbagbo est rentré précisément le 17 juin dernier. Et nous pensons que c'était le moment pour que cette rencontre se tienne, parce que les uns et les autres étaient en train de s'interroger si les deux personnes étaient allées se rencontrer. Ce sera chose faite demain, donc c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo et le président Bédié se sont rencontrés à Daoukro le 10 et 11 juillet dernier et ils ont proposé un dialogue national inclusif avec évidemment une forte volonté du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Donc nous pensons que cette rencontre entre le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara sera certainement le point de départ pour ce dialogue national inclusif. Pour le parti au pouvoir, ce rendez-vous reste la matérialisation de la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de réconcilier tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, c'est l'incarnation même du président Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, un homme de cohésion, un homme de dialogue. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques importants sont dans le pays. Le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié. Et cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo est vraiment le summum donc, du fait que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Notre pays ne peut se développer que s'il y a la paix. Une vision que partage Pascal Afine-Guessant, élevé le week-end dernier au rang d'ambassadeur pour la paix par une ONG, lui souhaite que les trois leaders s'engagent résolument pour la paix. Ils ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce défi, par la puissance d'incarnation de chacun d'eux. Leur responsabilité est essentielle dans la construction de la paix. Je les appelle à pardonner pour se réconcilier. La réconciliation pour la ministre Anne-Désirée Ouloto est un long processus que ce rendez-vous devrait certainement booster. Depuis 2011, le président Ouattara prône la réconciliation. Il a mis en place des instruments pour soutenir sa volonté. Le 27 juillet, comme les Ivoiriens le disent, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'important se passera parce que deux frères vont se rencontrer, parce que
le président Ouattara, en tant que bon père de famille, donc, crée le cadre de rencontre, de concertation, de proximité avec tous les Ivoiriens. Ce rendez-vous du 27 doit être vrai, il doit être sincère et il doit s'inscrire dans des principes pour une réconciliation durable. Une chose reste certaine, le regard des Ivoiriens et des caméras de la presse nationale et internationale seront braqués sur le palais présidentiel ce mardi. Voilà, il y a donc visiblement de grandes attentes de cette rencontre. Et on attend certainement beaucoup aussi de la nouvelle politique de sécurisation routière. Le ministre des Transports présentait ce jour le projet d'un centre de conduite moderne qui permettrait aux candidats au permis de conduire d'être évalués en situation, suivant les précisions dans ce reportage de Didier Nguessin. Les candidats au permis de conduire passeront bientôt l'examen pratique de conduite dans un centre moderne. Il sera composé d'un parcours de 3 circuits pour les véhicules à 4 roues et de 2 autres circuits pour les engins à 2 roues et tricycles. Le ministre Amadou Koné échange avec ses collaborateurs et les gendarmes commis à l'examen du code de la route et de conduite. On a un centre d'examen pratique qui existe depuis plusieurs décennies, qui n'est pas adapté, qui se trouve dans une gare routière avec des marchés autour, un problème de sécurité. Nous en avons parlé et nous donc, les avons assurés que les dispositions sont prises pour réaliser très rapidement, d'ici début septembre, donc un centre beaucoup plus adapté. La vidéo-verbalisation entrera également dans sa phase de répression. Les sanctions vont concerner ceux qui ont les noms sur les cartes grises. Et nous avons à ce niveau aussi pris des dispositions qui vont être communiquées très bientôt pour accélérer, faciliter, rendre beaucoup plus souple donc la mutation pour tout le monde. Le ministre des Transports a félicité les gendarmes pour leur professionnalisme dans l'évaluation des candidats ici à l'examen du Code de la route. La réforme en cours de l'examen du permis de conduire vise à réduire de moitié les accidents de la route et les victimes d'ici à 2025. Voyons à présent l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce lundi 26 juillet 2021, 55 nouveaux cas de Covid-19 et 68 nouvelles guérisons sont enregistrés. La Côte d'Ivoire a donc en tout 49 647 000 cas confirmés, dont 48 901 personnes guéries, 324 personnes décédées. Il reste encore 422 cas actifs et à cette date, sachez qu'au moins 935 111 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire. Nous parlons de développement à présent. À Gbemazo, dans le Woroba, on magnifie le président Alassane Ouattara pour les différentes actions de développement initiées dans cette localité. Une fête que présente Kader Sogodogo. Des populations joyeuses, alliant chants et danses, de nombreux tableaux d'ailleurs. Avec elles, 2 membres du gouvernement. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Des retrouvailles festives pour magnifier le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir su redéfinir la trajectoire de Gbemazo, village de la sous-préfecture de Worofla. En moins de 5 années, centre de santé, foyer polyvalent, école, poste de gendarmerie, château d'eau, électrification, pour ne citer que cela. C'est donc à l'unisson que Gbemazo et ses voisins, Karaba et Konongo, ont initié ce rendez-vous de la reconnaissance. C'est une occasion donc d'exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, au Premier ministre qui nous accompagne dans ce travail de développement. Nous sommes dans une région, il y a bien entendu un président du Conseil des régions. Voilà, nous sommes dans ce sillon, il nous donne des conseils avisés et aujourd'hui il est venu pour voir comment les choses marchent. Après la visite à des infrastructures réalisées et un planting d'arbres pour contribuer au développement de Gbemazo, les membres du gouvernement ont tenu à saluer l'union sacrée des enfants de ce terroir
et les inviter à espérer en une Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on a l'opportunité de sortir des bureaux pour venir voir ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que quand on dit que la Côte d'Ivoire avance, ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment effectivement des choses qui se font pour les populations en matière d'eau, en matière d'éducation, en matière de santé. Nous, en tout cas, nous voulons simplement leur garantie que nous allons continuer à faire le maximum sous la houlette du président de la République. Quand on parle de développement, les gens pensent que c'est un concept théorique. Des gens qui peuvent boire de l'eau potable, des enfants qui peuvent aller à l'école, un environnement sain. C'est ça le développement. Donc je voudrais vraiment féliciter les cadres et dire également que quand les cadres se mettent ensemble pour travailler, ça donne des résultats. À la place publique du village, un grand rassemblement a permis aux couches sociales d'exprimer leur gratitude au président de la République. L'occasion fut bonne également pour récompenser les meilleurs élèves et les mamans qui fréquentent le centre de santé de Gouemanzo. Au centre du pays, d'autres infrastructures actionnent le développement. Cette fois, partons à Didiéville, où 3 foyers polyvalents construits à hauteur de 75 millions de francs CFA ont été inaugurés. Le reportage de Kader Sogodoko. Bolonou, Aouyanou et Didiébou, 3 villages communaux de Didiéville, ont désormais un foyer polyvalent chacun. Ce sont des réalisations voulues par le secrétaire d'État Brice Kwasi, premier magistrat de la commune de Didiéville, qui a sillonné ces 3 villages pour les remises de clés. Le faisant, Brice Kwasi veut impulser le développement dans sa localité. Un développement qui sera possible que dans la paix, la cohésion et l'entente. Ces foyers permettent la cohésion de nos populations au niveau du village. C'est le seul lieu où ils peuvent se retrouver et discuter des problèmes du village. Trouver les solutions pour le village. Trouver les solutions aux problèmes de développement du village. En somme, célébrer l'union entre les filles et les fils de ces différents villages. Dans les villages bénéficiaires, la joie des populations était au rendez-vous à travers de fortes mobilisations. C'est un équipement qui fait partie des équipements fondamentaux d'un village. Il y a l'électricité, il y a le foyer polyvalent et il y a l'adduction d'eau qui reste à venir. Donc nous sommes très heureux du don que monsieur le ministre vient de nous faire. Ces villages ont déjà bénéficié de nombreuses infrastructures, écoles, centres de santé, électrification. Les 3 foyers polyvalents ont coûté 75 millions de francs CFA. Une fierté pour la Côte d'Ivoire. Des scientifiques de qualité sortent depuis 60 ans d'une des plus prestigieuses écoles du pays, le NCA, et pour l'avenir, cet établissement met le cap sur la performance. Lanciné Bakayoko. Plus que de simples festivités, ce soixantenaire est l'occasion de faire le bilan des activités de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Malgré l'environnement général tumultueux de l'école, l'ENCA est resté un pôle de rigueur et d'excellence. Le niveau du concours permet de sélectionner les meilleurs. En tant qu'école professionnelle, nos étudiants à la sortie doivent être opérationnels. Et donc nous faisons attention au taux d'encadrement. À ce jour, 4000 statisticiens issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et Haïti ont été formés. Dans cette compétition internationale, les étudiants ivoiriens font bonne figure. Le nombre d'Ivoiriens formés sur les 4000, c'est exactement 2655. Nous avons les ingénieurs des travaux statistiques, de niveau, soit avec un niveau Bac plus 4, les ingénieurs statisticiens économistes. Les jeunes filles formées aussi montent en puissance. De 13% au début, le nombre culmine à 20% en 2020. Le ministre du Plan et de la Planification du Développement, Nialé Kaba, puis produit de l'ENCA, exhorte à sauvegarder la réputation de l'établissement. Nous avons des talents en Côte d'Ivoire. On espère que ces talents-là vont se diriger vers l'NCA parce que l'NCA va leur donner la capacité donc de donner le meilleur d'eux-mêmes à nos sociétés. Dans le cadre de la rénovation de ces filières de formation, 3 masters spécialisés, notamment en statistique agricole, actuariat et data science, ont été ouverts en 2017. La cérémonie de diplomation des étudiants de la promotion 2021 est prévue le 5 août prochain à Abidjan.
Les résultats du baccalauréat session 2021 seront annoncés demain. On a tous été à cette veille interminable entre stress et espérance. Issa Yeo a rencontré pour vous quelques candidats à Odiéné, histoire de voir leur état d'esprit à 24 heures de cette proclamation. On regarde. Après les écrits du baccalauréat, session 2021, l'heure est à l'attente des résultats. À Odiéné, capitale du Denguilé, chaque élève meuble ce temps à sa manière. Naminata a passé le bac série A2. Avant la proclamation des résultats, elle affiche une sérénité, non sans stress. Chez moi, les épreuves étaient un peu abordables. Et puis, bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. On a fait de notre mieux. Et on prie Dieu pour que les résultats soient à notre portée. Pour combler ce temps, elle aide sa maman dans les tâches domestiques quotidiennes. Plusieurs candidats et candidates vivent le stress et l'angoisse. On est stressé à l'attente des résultats. On espère avoir une note, un bac, et avoir des bonnes notes dans les matières spécifiques. Quand j'ai fini le bac, pour ne pas trop stresser, pour ne pas rester là, donc j'ai trouvé une activité qui me rapporte beaucoup. Grâce ne se pose pas beaucoup de questions en cette période d'attente des résultats. Pour mes temps libres durant l'année scolaire, je venais aider ma maman au salon. Et pour l'attente des résultats, je viens toujours l'aider chaque samedi et dimanche. Rokia, elle, est élève dans un collège d'Abobo. Je suis venue passer les vacances chez mon grand-père à Odiéné. J'ai laissé ma carte scolaire, ma convocation à mes soeurs pour qu'elles prennent mon résultat à ma place. Pour ces élèves, l'attente est longue, difficile et stressante. Ils espèrent tous un meilleur résultat ce mardi 27 juillet 2021 afin d'être libérés d'un lourd fardeau. Les Jeux Olympiques 2020 se tiennent au Japon, à Tokyo. Nous faisons le point de la participation des athlètes ivoiriens à cette compétition. Voilà, la Côte d'Ivoire a ce jour remporté une médaille dans la catégorie taekwondo. Ruth Gbagbi a été médaillée de bronze, suivant ce résumé de Arsène Kouassi. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Marie-Christelle Gbagbi offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille en décrochant le bronze. À l'issue des combats de classement dans la catégorie des moins de 67 kg, Ruth Gbagbi gagne au score face à la Brésilienne Milena Titonelli. L'Ivoirienne de 27 ans conserve ainsi son titre de médaillée de bronze olympique pour la deuxième édition consécutive. Déception en revanche pour Cissé Cheikh-Salah Junior. Le champion olympique des moins de 80 kg a été éliminé dès sa première sortie en huitième de finale de sa catégorie. Avant lui, ce sont 4 autres athlètes ivoiriens qui ont été sortis de la course aux médailles. La Côte d'Ivoire totalise donc à ce jour une médaille de bronze depuis l'ouverture des Jeux. En attendant l'entrée en scène de 2 autres taekwondoïnes, Traoré Aminata Charlène et Bané Seydou. En athlétisme, Talou Marie-Josée, Muriel Aouré et Cissé Gay Arthur sont très attendus. À ces 3 sprinteurs s'ajoute l'équipe de football ivoirienne, encore en lice pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Une nouvelle moins reluisante, nous apprenions ce jour le décès de l'artiste Koudou Zeblès. Il s'est révélé au grand public dans les années 1990 avec un rythme musical très apprécié. Koudou Zeblès, le concepteur du Pagnora, a tiré sa révérence ce lundi 26 juillet 2021. Il était un des dignes ambassadeurs de la musique tradimoderne BT, précisément dans la région du Go. Koudou Zeblès s'était installé en France pendant plusieurs années avant de revenir à Abidjan avec un 6e album. La nouvelle de son décès est tombée ce matin et a été relayée dans la presse. Adieu l'artiste. Nous prions pour le repos de son âme. Prier durant 24 heures, c'est aussi le ton de ce pèlerinage catholique au sein de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Une initiative que soutient la direction des cultes pour la valorisation des sites culturels en Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro accueille ce pèlerinage catholique interne initié par le diocèse d'Aboville. La messe d'ouverture est dite par Monseigneur Alessi Touabli du diocèse promoteur de cet événement religieux.
paix et joie. Amen. Magnificat. Ce sanctuaire est dédié à Marie, Notre-Dame de la paix, alors qu'elle intercède puissamment pour vous, pour que la paix règne toujours dans vos cœurs et dans vos familles. Amen. La première édition des 24 heures d'intimité avec Jésus et Marie, thème de ce pèlerinage, est appuyée par la Direction générale des cultes qui fait la promotion des sites cultuels du pays. Le présent pèlerinage a vu la participation de nombreux chantres et groupes de musique catholique ainsi qu'une dizaine de prédicateurs. Le but de ces 24 heures de prière sans discontinuer, c'est justement d'inviter tout le peuple chrétien ici à la basilique pour continuer de prier, pour être dans un état de veille. On parle souvent aujourd'hui du concept de veille stratégique pour les entreprises, mais nous aussi nous rions et interpellons les uns et les autres à ne point perdre de vue que sans la paix, on ne peut rien bâtir durablement. Les pèlerins affirment avoir été édifiés. C'est bien d'aller à l'étranger, mais ici nous avons Notre-Dame de la paix. Ce pèlerinage a été bénéfique pour chacun de nous. À travers les enseignements, vraiment on a compris que sans le pardon, il ne peut pas avoir la paix. Pour moi, ça m'a beaucoup apporté parce que le thème était quoi? Comment vivre une intimité avec le Seigneur. Et cela m'a vraiment permis à moi de pouvoir vivre cette intimité-là. Nous sommes venus à ce pèlerinage demander à Marie, Notre-Dame de la paix, de prier pour notre nation, de prier pour notre communauté, de prier pour les familles qui vivent en Côte d'Ivoire et de prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de paix. Après 24 heures passées à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, les pèlerins ont pris part à la messe de clôture officiée par un collège de prêtres présidé par le père André, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Bio. Les fidèles ont été invités à faire la promotion de la paix et mettre Jésus au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Terminons ainsi cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur RTI 1, demain dès 6h30. Excellente fin de soirée sur RTI 1.